Dans le podcast AWS en français cette semaine, nous parlons compagnie aérienne. Et quoi de plus normal que de mettre une compagnie aérienne dans les nuages, dans le cloud et au-delà du cloud. Bonjour, bienvenue. Merci d'être là comme tous les vendredis matins dans le podcast AWS en français. Une semaine sur deux, vous savez, j'accueille un ou plusieurs invités, des clients, des partenaires AWS qui ont fait le choix du cloud pour nous expliquer leur parcours, leur réflexion, leur expérience et partager avec nous et avec vous surtout leur expérience de migration ou d'installation dans le cloud. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'être avec Noëlla Abitbol qui est DSI de Air Caraïbes et Jean-Michel Pater qui est RSSI responsable de la sécurité d'Air Caraïbes. Madame, messieurs, merci d'être là, de la sécurité informatique d'Air Caraïbes. Nous enregistrons pour la petite histoire ce podcast à Fort-de-France, en Martinique, où il y a quelque temps AWS a donné une conférence et vous avez témoigné gentiment sur scène hier devant les clients. Air Caraïbes, je l'ai dit, c'est une compagnie aérienne, donc on connaît un peu la réponse, mais c'est quoi Air Caraïbes en chiffres et en histoire ? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Air Caraïbes, c'est une jolie histoire qui a démarré il y a déjà 22 ans, en 2000. 22 ans déjà, en 2000, avec la fusion de plusieurs petites compagnies régionales, Air Guadeloupe, Air Martinique, Air Saint-Martin, Air Saint-Barth, et surtout l'histoire une histoire très familiale, avec monsieur Jean-Paul Dubreuil, qui a eu l'idée de faire la fusion de toutes ces compagnies et de créer une compagnie qui s'appelait Air Caraïbes. Alors, monsieur Jean-Paul Dubreuil est le patron d'un groupe vendéen qui s'appelle le groupe Dubreuil. Et aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est que Air Caraïbes fait partie des sociétés du groupe Dubreuil et pas qu'une seule compagnie aérienne. En tout cas, on a plusieurs compagnies, plusieurs entreprises qui sont associées à ce pôle aérien. On a Air Caraïbes qui est très connu, mais aussi French Bee qui a commencé en 2016. On s'est aussi lancé sur une société spécialisée dans la commercialisation des soutes en termes de cargo qui s'appelle Highline Cargo. Enfin bref, on a plusieurs petites sociétés dans le secteur et aujourd'hui, on est très content de l'histoire de toutes ces entreprises. Mais le groupe Dubreuil ne fait pas que le transport aérien, ils ont d'autres activités à côté, c'est un conglomérat familial d'entreprises dont le transport aérien est un des volets. C'est correct, tout à fait, okay, vous avez bien compris. Et en 2021, le pôle aérien représentait 22% du chiffre d'affaires de ce groupe. Un gros pilier du groupe. Hein. Un gros pilier du groupe qui pesait en tout cas en 2021 2,1 milliards d'euros. D'accord. Voilà, en chiffre d'affaires. Alors, j'ai jamais tourné une compagnie aérienne, vous travaillez au quotidien. C'est quoi les challenges informatiques du métier de transporteur aérien, que ce soit pour les personnes ou pour le fret ? Alors, je pense que les challenges de l'IT tout court sont les mêmes un peu partout, à savoir qu'en face, on a des métiers qui ont des besoins immédiats. Tout, c'est pour tout de suite, pour ne pas dire avant-hier, et que ça fonctionne très très bien. Donc c'est les métiers qui viennent, j'ai une nouvelle idée d'application, de fonctionnalité. Ils sortent d'une réunion, je veux un truc et c'est pour avant-hier. D'accord. Donc vous avez besoin d'agilité. On a besoin d'agilité, on a besoin de performance, on a besoin de disponibilité en tout temps, partout, et même quelquefois dans les airs. Et vous faites beaucoup de développement vous-même ou c'est plutôt des packages qui sont achetés et donc un métier d'intégration de package? Alors, on a une organisation côté IT qui est très, très spéciale quand on se compare à d'autres compagnies d'autres mastodontes. On n'a pas d'armée de développement chez nous en interne. On est plutôt dans une organisation avec plutôt des chefs d'orchestre. D'un point de vue applicatif, donc on a des chefs de projet qui managent un écosystème d'applications avec différents partenaires d'ailleurs qui nous accompagnent dans notre expérience. J'essaie de comprendre le métier en termes d'informatique, le type d'application. Alors, il y a les choses que nous, qui voyageons, on voit. On achète nos tickets, on fait notre check-in, check-out, l'enregistrement des bagages peut-être, probablement. En tout cas, quelles sont les autres applications? Il y a certainement toute la partie interne, évidemment, de comptabilité, de ressources humaines que toute entreprise doit avoir. Quelles sont les autres choses que j'ai oubliées? Alors, en fait, on peut catégoriser nos métiers IT. Déjà, le commercial qui prend beaucoup de place, puisque notre objectif, c'est quand même de vendre des billets d'avion. C'est le cœur de métier. Donc, deux gros pôles, le commercial et les opérations aériennes. Puisque notre métier, c'est de faire voler des avions avec des gens à bord. Oui, ça veut dire aussi les plannings des pilotes, les plannings des pilotes, des personnels navigants. Quoi, quand, où les avions, préparer le programme qui va bien. Ça va vraiment de l'inventaire de toutes les ressources qu'on doit disposer pour réaliser nos vols.
commerciaux, donc les avions, le personnel navigant, les nombres de sièges, bien évidemment. Pardon, les sièges, oui, les sièges, les vols, les dates, origine, destination, bref. Tout ce petit package, tout le squelette qui permettra, en tant que client, de simplement le jour J, prendre son avion et aller à destination. Puisque c'est ça le contrat, c'est parti d'un point A à un point B. Et d'y arriver à l'heure et de ne pas trop se poser la question comment ça marche derrière, exactement. etc. Bon. Et je reviens à ma question développement, ça fait quel pourcentage de package intégré versus du développement vraiment fait maison, ou délégué à des prestataires? Alors aujourd'hui, on a très très peu de spécifiques. Quand on regarde notre écosystème applicatif, on est en dessous de 5% d'applications purement créées que pour nous, avec des spécificités qui concernent que qu'Air Caraïbes ou que FrenchBee, par exemple. En revanche, il est vrai qu'on prend souvent des logiciels sur étagère et qu'on vient customiser avec nos besoins spécifiques. Mais du développement spécifique pur, il n'y en a pas. Alors, si vous êtes ici dans une conférence AWS, c'est parce que vous avez fait le choix du cloud. Pourquoi? Qu'est-ce que le cloud vous apporte dans ces contraintes que vous avez expliquées avant? Alors, aujourd'hui, notre choix avec AWS sur le cloud s'inscrit en tout cas dans la continuité de ce qu'on avait prévu il y a déjà plus de 6 ans. À savoir, en tout cas, avant Covid, on avait prévu en 2022 d'être 100% cloud. Qu'on n'ait plus rien on-premise à la maison. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tout simplement parce que, pour des questions de coût, déjà. Aujourd'hui, le matériel on-premise, il faut le maintenir, il faut aussi le renouveler, donc investir énormément, sachant que dans tous les cas, on est aussi sur des technologies qui évoluent très très vite, qui nous demandent d'être tout le temps dans la veille. Et d'être réactif aux besoins du métier. Et d'être très très réactif, exactement. Sachant, comme je le disais tout à l'heure, qu'on n'était pas forcément une armée. Je vous ai parlé tout à l'heure des chefs de projet, des chefs d'orchestre, mais d'un point de vue infrastructure, système et réseau et support utilisateur, on est très très petit. Donc vous préférez vous concentrer sur votre cœur de métier plutôt que d'installer des serveurs et des réseaux, etc. Donc ça, c'était le principal facteur de décision, réduction des coûts. Et centrage sur le cœur du métier. C'est pour ça que vous avez choisi le cloud. C'est pour ça qu'on a choisi le cloud. Et pourquoi on a choisi AWS? Parce qu'on partait sur... En tout cas, ce qui nous a plu, c'est que dans l'ADN, on est sur quelque chose de totalement innovant. On va partir sur des solutions qui, finalement, sont qui vont développer des compétences qui sont complètement nouvelles, puisque c'est justement toute la promesse d'AWS, c'est de nous proposer des services et des applications qui, à l'heure où on parle, peut-être dans 6 mois n'existent même pas encore. Oui. Et c'est là toute la promesse. Et donc, l'idée, c'est que justement, tout le temps que passaient nos ressources qui travaillaient sur les... À faire de la veille, et même on n'avait pas toujours le temps, et ça, c'est pas très bien, parce que du coup, il nous arrivait de ne pas forcément être en pleine conformité de ce qu'il faut faire, mais il ne faut pas le dire forcément à tout le monde, de ce qu'il faut faire. On se mettait quelquefois à risque, ce qui n'est pas bien. Et aujourd'hui, tout ce temps-là, qui était consacré justement à faire de la mise à jour, de la veille, etc. C'est un temps qui va être largement réduit, puisqu'on va faire confiance à AWS sur l'automatisation, typiquement. Qui va être réduit, certes, mais en tout cas pour des choses à plus forte valeur ajoutée. J'adore ce message. Réduire le temps, parce qu'en anglais, il y a Werner, notre CTO, qui dit toujours le undifferentiated heavy lifting, les choses que tout le monde doit faire à la plomberie, et dégager du temps, ça ne veut pas dire avoir moins de gens, au contraire, c'est utiliser les gens pour faire des choses à plus forte valeur ajoutée. Souvent, les gens se trompent, ils disent oui, vous remplacez les machines les hommes par des machines, vous tuez les emplois, mais pas du tout. Le travail se transforme. À plus haute valeur ajoutée. Exactement. Qu'est-ce qui tourne sur AWS aujourd'hui? Vous n'êtes pas à 100% encore où vous en êtes dans la migration et comment ça s'est passé? Alors, on n'est pas encore à 100%, c'est sûr. Par contre, dans le plan de migration qu'on a pu établir, on a voulu choisir des solutions en tout cas des solutions pilotes dans une première phase, parce que voilà, bien sûr, l'équipe, il faut rentrer dedans, il faut aussi se planter, refaire, apprendre de ses erreurs en tout cas potentielles au moment de la migration. Donc on a essayé de cibler justement par domaine applicatif ou domaine IT des solutions qui n'avaient pas forcément toujours beaucoup d'enjeux, par exemple, beaucoup d'impact, mais aussi des solutions qui ont un impact opérationnel ou en tout cas un impact commercial fort, par exemple, de notre côté, même si les métiers
je vous cache pas, ils n'y verront que du feu. En tout cas, c'est l'objectif, c'est que ça soit sans douleur et sans couleur. Donc aujourd'hui, sans forcément informer d'une date de planification de migration, ils vont se réveiller un lendemain matin, ils sont sur AWS, ils le savent même pas. Ils le sauront pas. Sauf que l'idée, c'est quand même de leur demander par la suite, est-ce qu'ils ont bien ressenti, en tout cas pour certaines applications pour lesquelles on a de grands objectifs d'améliorer la performance, le temps de réponse. Et là, il y a des attentes qui sont assez fortes parce que c'est sûr que le lendemain de la migration, on leur demandera alors, est-ce que ça tourne un peu mieux? Est-ce que ça va beaucoup plus vite? Sans forcément faire une annonce en amont. Alors, pour répondre clairement à la question de qu'est-ce qu'on a déjà mis dans le cloud AWS à date, en tout cas, 2 grosses applications. Une qui concerne les ressources humaines, la gestion du temps et des activités. Alors, ça peut paraître pour notre secteur très très loin de notre cœur d'activité, mais qui a quand même son importance puisque on parle du temps et des activités de tous les salariés, et puis les gens ils tiennent bien leur badgeage, choses comme ça, etc., et leur planning. Donc ça très important. La paye, etc. Donc c'est ça super implique important. La paye. Ça doit être précis et tout disponible. À fait. Tout à fait. Donc déjà ce premier volet-là. Et ensuite, un autre volet important qui concerne notre cœur d'activité spécifique, en tout cas, c'est notre outil qui permet allez, je vais essayer de vulgariser, de mettre tous les ingrédients qui vont bien dans un shaker et de sortir un programme de vol. Voilà. Ah oui. Eh oui. Oui, donc ça c'est du cœur métier, ça Exactement. C'est critique, c'est hautement disponible. J'aime bien cette approche de dire on commence avec des applications moins critiques, ça permet de tâter l'eau du bain, voir si elle est bonne et puis d'y aller progressivement, mais aussi des applications critiques dès le début. Comme ça, vous avez probablement la vue du plus difficile à faire et tout ce qui suivra ne sera que plus facile. Et des erreurs à ne pas faire. Et des erreurs à pas faire, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Quel type de migration? Lift and shift, on prend les virtual machines, on migre, ou vous en profitez pour faire du refactoring Alors, on va faire un terrain de jeu multi-options. Donc, la plupart la plupart des outils qu'on va migrer sont quasiment tous en mode lift and shift. Pardon. Oui. On va essayer quand même sur certaines applications partout. La majorité, c'est du lift and shift. Par contre, pour d'autres, on va essayer justement d'être en mode terrain de jeu et se tâter à du redeploy redesigné en amont et repensé en amont. Parce que quand j'interviewe des clients qui font du lift and shift, en général, c'est pas le moins cher sur AWS. Parfois même, c'est plus cher qu'on-prem. Et un des objectifs que vous avez cité au début, c'était une réduction des coûts. Comment vous arrivez à concilier ce lift and shift et réduction des coûts? Peut-être que la réduction des coûts n'est pas à court terme, elle est à plus long terme. Tout à fait. En fait, il y a une certitude. La première année, on va pas économiser. Ça, on l'a compris, on le sait. Tout simplement parce que on n'est pas non plus. Les deux vont vivre. Les deux, la vie d'avant AWS et après, et la migration vont vivre en même temps. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément, pour la première année en tout cas, des objectifs de réduction de coûts avec des KPI très très précis. Au contraire, on sait qu'on va avoir quasiment le même volume, voire peut-être un peu plus de coûts pour toute la gestion de notre infrastructure. En revanche, et ça va être après justement, quand on aura passé plus de temps et qu'on aura bien compris toutes les mécaniques de FinOps, qu'on va commencer à se dire, voilà, maintenant que tout est là-haut, on va commencer à prendre les petits tournevis, à prendre les clés et commencer à resserrer, à analyser, comprendre, parce que au final, côté IT, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? On a toujours mis en place ce que les métiers nous avaient demandé, en accord avec les fournisseurs, mais jamais on a cherché à comprendre, à optimiser, à comprendre, bon voilà, le serveur il tourne à telle heure, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas changer l'horaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas modifier la puissance, puisqu'on a une grosse capacité, mais en fait on ne l'utilise pas vraiment. Bref, optimiser, ça sera après. Et là, on va rentrer dans vraiment de nouveaux métiers. C'est intéressant cette approche aussi. On a certains clients qui eux essayent d'optimiser dès le début, mais du coup ils mettent un peu plus de temps aussi à migrer. Et là, vous êtes confortable avec l'idée de peut-être dépenser un peu plus pendant une année, mais c'est pour préparer le terrain pour une meilleure optimisation en comprenant mieux les mécanismes dans le futur. Tout à fait, parce que là, notre objectif, c'était surtout plus le temps que les euros. On veut tout de suite y aller et pas y aller dans 3 ans. On veut tout de suite y aller. Il y a beaucoup de clients qui choisissent, et je me tourne peut-être vers Jean-Michel, qui choisissent le cloud aussi pour la sécurité. Vous êtes responsable de la sécurité des systèmes d'information. Ça implique quoi, passer de on-prem au cloud quand on est responsable de la sécurité informatique? Oui, bonjour. Alors pour nous, le passage vers le cloud, ça a été aussi un moyen de renforcer notre conformité à des référentiels ISO 27001,
PCI-DSS. Parce que l'infrastructure AWS est déjà certifiée, Tout donc à ça fait. vous permet de vous reposer sur cette certification pour vos On se applications. repose sur des couches basses d'AWS qui ont déjà des mécanismes justement avec les configurations centralisées. Nous, ça nous permet de nous affranchir de la couche matérielle. Vous avez vu il y a 2 semaines en Guadeloupe, il y avait une tempête, des inondations. C'est des sujets. 2 semaines au moment où vous écouterez ce podcast, ce sera disons en septembre. En septembre. Septembre 2020. Potentiellement, chaque année, on est sujet à des ouragans, des tempêtes, des tremblements de terre. Aujourd'hui, avec la bascule vers AWS, on s'affranchit de cette couche catastrophe naturelle. Et on sait qu'on peut basculer aussi très rapidement avec des mécanismes de région, de multi-ESI sur des régions distantes et donc améliorer notre plan de continuité d'activité, améliorer notre plan de reprise d'activité. Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert en parlant avec les clients ici à Fort-de-France. C'est ce fort besoin de résilience par rapport aux événements naturels et principalement les typhons, hurricanes, je ne sais pas comment on dit en français, les ouragans. Les ouragans. Donc on se protège de ces menaces, mais on se protège aussi des autres types de menaces, les attaques informatiques, on en entend parler de plus en plus, avec les outils qui sont mis à disposition de base. Bien sûr, il faut les configurer. Les outils qui sont mis à disposition de base nous permettent aussi de renforcer notre posture sécurité. Comment ça s'est passé la formation? Question à tous les deux, je sais pas, Jean-Michel, puisque tu as le micro, tu veux continuer? Parce que qui vous a accompagné? Comment vous êtes formé sur AWS? Alors, notre approche, même si on a décidé au départ de faire du lift and shift avec VMware, notre approche a été aussi de tout de suite se former au cloud natif. On a été accompagné par AWS, par les formateurs internes, mais aussi par le partenaire Revolve, qui nous a aussi dès le départ proposé des formations sur les méthodes de migration, les composants d'AWS, l'infrastructure as code avec Terraform. D'ailleurs, vous avez choisi Terraform. Tout à fait. Oui. Donc aujourd'hui, on a une chaîne CI/CD qui est quasiment complète. Il nous manque à mettre en place des workflows de validation. CI/CD pour l'infrastructure elle-même. Pour l'infrastructure elle-même. Donc vous déployez automatiquement l'infrastructure sur base des templates Terraform. Et s'il change, ça recrée une nouvelle infrastructure avec. Voilà. Donc on a une facilité du coup avec le code Terraform pour le déploiement des infrastructures et en cas justement de reprise d'activité, pouvoir déployer rapidement dans une autre région, comme on l'a fait précédemment avec le code qu'on a mis en place. Pour le moment, vous tournez sur une région? Pour l'instant, on est sur une région et on prépare déjà la région de Disaster Recovery. D'accord. Donc en fait, on est sur la région de Paris et on a Francfort en PA. Ouais. Je vois Noëlla qui fait signe, ça coûte cher du multi-région. Et probablement, vous n'en avez pas besoin. Il y a moyen d'avoir d'excellents niveaux de disponibilité sur une seule région. Mais... Tout à fait. Non, je disais oui et non, parce que la région, elle est disponible, mais on n'a pas d'instance qui tourne à Francfort. Du coup, on maîtrise les coûts aussi à ce niveau-là. On n'est pas sur de l'actif-actif, où on va avoir les ressources qui sont à la fois up à Paris et up à Francfort. Mais vous pouvez recréer l'infrastructure très rapidement l'infrastructure. Grâce à l'infrastructure. Voilà, on a mis en place toute l'infrastructure qu'il faut pour les adressages réseau, les configs de pare-feu, de routeurs, de MPLS, tout est en place. Maintenant, il y a juste la partie compute en fait qui n'est pas activée. Et vous testez ça combien de fois? Comment? Alors, tester ça combien de fois? On l'a pas encore fait, on est en pleine migration. On est en pleine migration, mais oui, il y a un plan de test qui va être au moins une fois par an. On va devoir tester la bascule sur une autre région. Alors, je voudrais juste compléter qu'en fait, oui, déjà, tester la bascule sur notre région, c'est normalement, ça fait partie des process qu'on doit faire par année parce que on se fait aussi auditer et ce sont des points qu'ils vérifient. L'exercice doit se faire au moins une fois par an. Et tout à l'heure, je veux juste réagir sur les euros quand j'ai fait les signes sur les coûts. C'est vrai que sur le moment, on peut se dire, voilà, mettre une autre région en place, en tout cas, ça peut coûter cher. Sauf que quand tout tombe, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher d'avoir préparé en amont. Ouais. C'est le principe d'une prime d'assurance. Tout à fait. Totalement. Se préparer au pire. Se préparer au pire, mais à partir du moment où on a joué carte sur table aussi avec le top management et qu'on a mis en avant, parce qu'on a pu aussi subir certaines choses qui n'étaient pas forcément agréables un peu par le passé, et qu'on montre le rapport risque à faire et risque à ne pas faire, et les euros qui vont en face,
quand on n'a pas fait. Je peux vous dire que bon, avec l'expérience, on arrive un peu plus vite à appuyer sur le bouton pour valider ces coûts qui, pourtant, sur le papier, d'emblée, sont des coûts inutiles entre guillemets. Ils ont l'air d'être inutiles, mais quand ça arrive, on est bien content. Effectivement. Ouais. Oui, mais en plus, vous avez toute la partie front de la vente des tickets, donc c'est directement lié non seulement aux opérations, mais aux aspects commerciaux de la société aussi. Alors, pour la vente des tickets, pas tout à fait, parce que pour le coup, selon les métiers, on n'est pas forcément... les applications qui seront sur AWS ne seront pas forcément celles de la partie billetterie et vente. Pour cela, on s'appuie sur notre partenaire que tout le monde connaît, qui est Amadeus, exactement. Et eux, par contre, c'est eux qui sont responsables de toute leur infra. Ils ont aussi fait confiance au cloud, ils font confiance au cloud. Pour le moment, a priori, c'est pas forcément avec Amazon, mais bon, ça c'est leur responsabilité. Et pour l'instant, enfin, on n'a pas notre mot à dire là-dessus en termes de choix. C'est une solution que vous achetez. Absolument. Et on achète l'ensemble. Donc quand ça tombe, parce que ça peut arriver, quand ça tombe, bien sûr, on a des SLA qui vont bien et des contrats qui vont bien, pour ne pas que nos clients subissent une coupure trop lente. Par contre, pour toutes les applications que nous on est en train de mettre dans le cloud d'AWS, effectivement, il y a quand même des applications critiques. On va pas tout vous dire, mais en tout cas, c'est sûr que la billetterie, par exemple, c'est pas ce qui va tomber forcément, enfin du moins qui va être impliqué si jamais il y a un désastre. Mais d'autres choses peuvent être très importantes. Donc voilà. Il y a aussi une question que je reçois énormément, parce qu'on parle de migration, tu as parlé de compute. Oui, mais les données, comment vous migrez les données? Comment ça s'est passé, en tout cas sur les jeux de données que vous avez déjà migrés, puisque vous êtes encore en cours de migration pour d'autres applications? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore fait de grosses migrations de bases de données. Mais par contre... Le système Human Resource, par exemple, il y avait une base de données. Alors, là, on a juste fait une sauvegarde de restauration. Okay. Donc vous avez un cut-off, un moment où on dit on arrête le service, on migre. On a profité pour faire une mise à niveau de l'application, donc on est parti sur un système tout neuf. Okay. Donc voilà, on a eu une coupure à un instant T et rebascule le lendemain, je crois, le temps d'installation, de paramétrage par le partenaire. Par contre, ce qu'on a prévu pour les migrations de données, c'est bien sûr d'utiliser les outils qui sont mis à disposition par AWS. Par exemple, Database Migration Service, tout à fait. DMS. DMS, on l'a vu dans le cadre du roadshow SCT pour pouvoir vérifier les configurations, la conformité entre les différentes bases de données. Je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, comme ça tout le monde peut rester avec nous. C'est un outil qui permet de copier les métadonnées et les données d'une base de données vers une autre, pas nécessairement homogène, ça peut être des marques de bases de données différentes pour faire simple, et qui, après avoir fait cette copie initiale, continue de copier le delta, ce qui permet de déployer déjà les applications dans le cloud et de les tester, et les bases de données restent synchronisées jusqu'au moment où on décide de faire un cut-off, et là la synchro s'arrête et c'est le nouveau système qui prend le relais. Voilà, fermeture de la parenthèse, comme ça, si vous n'aviez jamais entendu parler de DMS, vous savez au moins de quoi on parle maintenant. Et vous allez faire des tests avec DMS. On va faire des tests avec DMS, et si on reste sur la donnée qui sera hébergée sur AWS, un des avantages, c'est que on peut mettre en place du chiffrement sans douleur. C'est-à-dire qu'on va avoir du chiffrement en transit, donc avec de HTTPS. Mais aussi du chiffrement de la donnée stockée sur l'environnement AWS, sans forcément qu'il y ait un partage des clés entre nous, clients, et AWS, parce qu'AWS n'a pas accès à nos données. Et vous utilisez pour la gestion des clés aussi un service managé d'AWS comme KMS? Comme KMS, tout à fait. D'accord, donc les clés restent en sécurité dans le service KMS qui est conçu pour ne pas pouvoir extraire les clés. On utilise des hardware security modules en dessous, et ces clés sont utilisées pour encoder les données adresses, donc c'est transparent pour les applications. Transparent pour les applications et pour les utilisateurs. Et vous pouvez auditer l'usage des clés aussi, savoir, puisque tout passe par des API, savoir qui au sens large, quel système a accédé aux clés. Voilà, j'explique tout ça aussi pour que ceux qui nous écoutent, qui sont moins familiers, puissent suivre. Et ça, c'est lié pour les besoins de compliance aussi. Je suppose que ce sont des checkbox dans les audits. Pour les sujets de compliance, tout à fait, notamment au RGPD. On sait qu'une donnée personnelle, à partir du moment où elle est chiffrée, ce n'est plus une donnée personnelle, puisqu'elle n'est pas lisible, elle n'est pas intelligible. Donc, chiffrer l'ensemble des services, enfin des outils qu'on va mettre en place sur AWS, c'est un de nos prérequis aussi. C'est une des contraintes qu'on a mis en avant auprès de notre partenaire. Tout est chiffré, tout est sécurisé. D'accord.
Donc vous en êtes où? Vous avez 2 packages qui sont migrés pour le moment, vous travaillez sur la suite. Ma question habituelle en fin de conversation, c'est quel est le futur? Mais pour vous, le futur, c'est le présent, c'est continuer à migrer plus de packages? Continuer à migrer plus de packages, continuer à travailler aussi à préparer en tout cas la modernisation. Noëlla a parlé de certaines applications qu'on a déjà déployées en mode, on va dire, cloud natif. Donc c'est voir dans... Cloud natif, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que c'est des containers, c'est du lambda, c'est autre chose? C'est un petit peu de tout en fait. Tout va dépendre de l'application qu'on a en face. C'est sûr que si on peut arriver sur du lambda, sur du serverless, on va y aller. Maintenant, dans le cas où c'est pas forcément disponible tout de suite, parce que ça peut être un travail avec des éditeurs. Oui, bien sûr. Ouais. Donc du coup, là, on part sur des EC2, sur des machines virtuelles, qu'elles soient Windows ou Linux, en fonction de l'application. Il y a déjà des premiers bénéfices que vous pouvez observer des packages qui ont été migrés en termes de disponibilité, pas de coût, on a bien compris que ce n'était pas l'objectif maintenant, de performance. Alors, est-ce qu'on peut vraiment le mesurer aujourd'hui mais on peut le faire sur une application. Alors, on sait que la migration s'est passée sans douleur. Les utilisateurs aujourd'hui, alors je ne sais pas s'ils ont justement mentionné une amélioration des perfos. Pas sûr pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour l'instant pour le dire. Mais en tout cas, sûr, pas de régression, pas de latence. Latence, c'est un point que j'ai oublié de parler parce que c'est un truc qui m'a marqué ici aussi. Ça revient dans toutes les conversations qu'on a avec des clients. Et c'est vrai que la nature insulaire est un peu déconnectée par rapport à l'Europe, fait qu'il y a des temps de connexion un peu plus longs. Je me suis amusé, il y a un site web qui s'appelle cloudping.info qui ping à partir de notre browser tous les endpoints AWS et qui donne la milliseconde. Le plus près en termes réseau, c'est la côte est des États-Unis. On est entre 70 et 80 millisecondes. L'Europe est un peu plus loin, c'est normal géographiquement. Et en plus, si j'ai bien compris la topologie réseau des îles ici, les liens réseau remontent vers les États-Unis et puis ça traverse l'Atlantique vers l'Europe. Aujourd'hui, où sont vos utilisateurs et où sont vos applications? Nos utilisateurs sont un petit peu partout. Okay. On en a en Guadeloupe, Martinique, enfin dans la Caraïbe. On en a dans l'océan Indien, on en a à Tahiti, on en a à Paris. Donc ça, c'est le grand écart. C'est le grand écart. Ce qui va faire la force d'AWS, c'est déjà son propre réseau interne. Mais avant d'arriver sur le réseau, c'est de mettre en place des CDN pour pouvoir accélérer le trafic, optimiser le trafic. Et donc pour le moment, vous déployez en Europe, si j'ai bien compris, à Paris, je suppose? Tout à fait. Pour des questions de compliance aussi? Tout à fait. Et puis caché avec du CDN pour minimiser la latence pour les utilisateurs qui eux, sont aux 4 coins de la planète. Enfin, qui est ronde, il n'y a pas 4 coins, mais on s'est compris. D'accord. Donc ça, ce sont les choix que vous avez faits. Et la région de Disaster Recovery, ça serait Francfort, si j'ai bien compris aussi. Oui. Donc là, c'est parce que simplement, c'est tout près de... c'est parce qu'on reste en Europe. Et puis on sait que quand on héberge la donnée dans une région, elle ne sort pas de la région. Donc on a une garantie d'avoir des données stockées en Europe, même si on sait que les tuyaux nous amènent par les États-Unis pour arriver ensuite en Europe. Oui, pas les tuyaux AWS. Pas les tuyaux AWS. On parle de l'Internet ici, le trafic transite par les États-Unis, mais c'est un trafic chiffré. Tout à fait. Tu l'avais bien expliqué aussi. Alors, on a parlé disponibilité, on a parlé performance, on a parlé coût. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs métiers ou d'autres objectifs à la société qui sont rendus possibles grâce au cloud AWS? Totalement. L'éco-responsabilité avec le Green IT, surtout si on se concentre uniquement sur la... Qui est un objectif d'Air Caraïbes comme tous les transporteurs, je suppose. Oui, sauf que, bon, alors, on va faire une petite parenthèse. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre industrie, il y a une espèce de cristallisation autour de l'émission des carbones. Alors, aujourd'hui, on parle d'éco-responsabilité souvent sur des couverts qui passent de plastique à bambou ou en bois, ou alors on est en mode cristallisation sur le carbone en termes d'émissions et compensation. Mais on a, nous, une vraie attache sur d'autres sujets. L'éco-responsabilité, elle doit être vue en mode 360. Donc économie du carburant aussi, parce qu'on va optimiser avec les pilotes pour chaque vol l'emporte-carburant. Ça aussi, ça fait partie des... Via les routes, les routes, en fonction du vent. Exactement, si on est dans le sillage dans notre avion, récupérer un peu cette synergie. Voilà. Ce sont d'autres aspects sur lesquels on travaille déjà depuis des années, au-delà d'avoir des avions aussi qui sont beaucoup plus eux-mêmes conçus de façon exactement moderne. Les A350 sont des avions merveilleux de technologie, c'est sûr, et qui émettent moins 25% de CO2. Ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Par rapport à l'ancienne génération. Exactement, tout à fait. De même taille. Et aujourd'hui, AWS nous a aussi séduit dans son approche sur la partie Green IT, puisqu'il y a une vraie approche en mode ADN.
de la sustainability, et ça nous a beaucoup plu. Vous êtes vraiment dans une recherche et par défaut. En fait, c'est pas une couche comme ça parce que c'est à la mode, j'ai ma petite pastille Green IT. Au contraire, c'est dès la conception, et ça nous a beaucoup plu. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez nous aider à pouvoir remplir les cases aussi de la partie Green IT, et ça, on est content. Oui, un data center AWS consomme jusqu'à 5 fois moins d'énergie qu'un data center privé, selon une étude qu'on a commissionnée mais qu'on n'a pas faite, mais je mettrai le lien dans les notes du podcast. Et donc, le fait de déployer sur AWS, ça vous permet d'accélérer d'éviter des émissions carbone que vous auriez eu si vous continuez à déployer en privé. Tout à fait. Alors, comme on le disait, on est aujourd'hui certifié Green Pilot. C'est-à-dire que justement on utilise des avions qui consomment beaucoup moins, qui ont un impact moindre sur notre environnement, et l'idée c'est d'être green de l'avion à l'IT. Jusqu'au data center. Et on a découvert aussi l'IT for Green, donc voir comment on peut nous utiliser l'IT pour moderniser justement et repenser notre business, repenser notre activité pour justement avoir un impact moindre aussi sur notre environnement. Est-ce que maintenant que vous avez les pieds mouillés, vous êtes en train de prendre de l'ampleur dans le cloud, vous voyez des nouveaux use cases, des possibilités qui n'auraient pas été possibles sans le cloud? En général, quand je pose cette question, on vient avec le traitement des données, l'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont déjà des choses auxquelles vous pensez maintenant pour un futur ouais. Déjà, avant de parler d'évolution de la donnée, on va parler, nous, de transformation aussi des métiers, puisque nos admins vont évoluer vers des métiers de DevOps, par exemple. On va avoir aussi des développeurs, peut-être, qui vont nous rejoindre. On parle d'infrastructure as code, on parle de DevSecOps aussi, pour du développement sécurisé. Et donc ça, c'est une nouvelle manière de gérer l'infrastructure informatique. Exactement. Plus efficace, plus automatisée. En incluant, on va dire by design, la sécurité aussi. Qui sont rendus possibles par la nature, par les API du cloud, par le fait que tout est automatisable, y compris la sécurité. Exactement. Donc, deux métiers, DevSecOps, DevOps, mais aussi FinOps, pour la maîtrise des coûts, qu'on va suivre au millimètre en ajoutant des tags, des étiquettes des métriques. Exactement. Rendre les coûts visibles aux différentes équipes pour les conscientiser sur leur choix. Peut-être mettre en place des barrières de sécurité aussi pour éviter voilà, les accidents. Donc toujours de la surveillance, du monitoring avec les outils qui sont disponibles nativement. Oui, donc là c'est aller un coup plus loin avec le lift and shift, tout à fait. Changer la manière de faire par rapport à ce que vous faisiez dans les data centers traditionnels, parce que la technologie le permet simplement là où elle le permettait plus difficilement. Il ne faut pas dire que c'était impossible, mais c'était plus difficile. Très, très, très compliqué. D'accord. Vous êtes parti pour combien de temps là? Si vous migrez à périmètre constant, ISO, vous avez un plan à quoi? 2, 3, 4 ans? Alors, ou beaucoup plus agressif. Par rapport à ce qui nous... ça sera beaucoup plus agressif. J'étais totalement d'accord avec l'intervention d'une personne d'AWS hier dans le roadshow. À partir du moment où on parle de dans 3 ans, c'est pas possible en fait. Normalement, quand on prend la décision, surtout avec AWS, c'est forcément à échéance moins d'1 an. Nous, c'est ce qu'on avait mis sur la table à peu près. Donc normalement, d'ici fin d'année 2023, on sera totalement là-haut. Mais bon, en termes d'agenda, je pense qu'on y sera beaucoup plus tôt parce que les choses vont vraiment très vite. Et surtout, l'équipe justement qui découvre tout cet univers AWS est totalement en ébullition. Alors, on est complètement, quand on se compare avec le reste du bâtiment, par exemple, autant ça, c'est l'ébullition quand on ouvre la porte. Rien à voir avec le reste de l'ambiance du bâtiment, mais bon, ça chauffe dans la tête, les gens ils sont contents, ils ont les yeux qui pétillent parce qu'ils découvrent des choses extraordinaires et ça fait un super terrain de jeu. On espère en tout cas attirer peut-être des talents parce qu'on n'est pas très nombreux encore pour l'instant dans la zone Caraïbes à emboîter le pas avec AWS. Donc en tout cas peut-être qu'on pourra attirer de nouveaux talents. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de développeurs en interne, mais ça c'était l'organisation d'avant. Avec ce qu'on est en train de mettre en place, on est en train aussi de réfléchir à potentiellement faire bouger notre organisation, tout simplement. J'aime bien entendre ce message et ça rejoint ce que Stéphane Adinger, le CTO d'AWS France, répète assez souvent. Et
je crois qu'il avait fait un thème de clôture de keynote d'un Summit Paris il y a quelques années. Son titre, c'était « Les équipes s'éclatent dans le cloud ». Il y a un aspect motivationnel pour les gens de travailler sur des technologies plus modernes. Enfin, c'est pas que le data center, c'est pas moderne, mais plus moderne, plus souple, plus agile, qui motive les gens et qui facilite le recrutement, qui facilite la rétention aussi. Totalement. Et qui débloque la créativité. Totalement. Et même pour partager l'anecdote, bien sûr, on ne pouvait pas non plus se permettre d'avoir toutes les ressources système et réseau en train de travailler sur cette migration, puisqu'il y a l'existant qu'il faut maintenir. Encore, exactement. Et du coup, on a décidé de faire un petit noyau. Et sauf que le petit noyau qui est en train de s'éclater, les autres les regardent s'éclater. Donc, ils ont hâte de participer et de commencer à travailler avec eux, parce que on s'est dit que voilà, le petit noyau allait commencer à faire la migration, prenait de l'expérience, et ensuite, on allait faire justement du lift and shift, mais sur les ressources, en termes de compétences pour le reste de l'équipe. C'est une belle conclusion pour cette conversation. Merci Noëlla, merci Jean-Michel d'avoir partagé l'aventure, le début d'aventure en tout cas d'Air Caraïbes dans le cloud. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, en fait, avec tout ce qu'on a vécu en fait ces derniers jours, ces dernières semaines avec AWS, on s'est rendu compte d'une chose. Et c'est devenu un petit slogan du roadshow, c'est on a une question, on a une problématique, on appelle AWS et on a une solution, on a des services. On est là pour aider nos clients, enfin je dis on, c'est surtout mes collègues, les account managers, les solution architectes qui vous aident, et puis vous avez un partenaire également qui vous aide dans cette migration. Allez, si je peux me permettre un dernier petit mot totalement en phase avec l'industrie, PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée, c'est parti pour le cloud. Noëlla Abitbol, DSI d'Air Caraïbes, Jean-Michel Pater, RSSI, responsable de la sécurité informatique d'Air Caraïbes. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un prochain podcast, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.